Chers amis, bonjour. Je vais vous parler de GPA là, parce qu'il y a les européennes début mai, et puis il y a Marion Maréchal Le Pen qui visiblement, enfin, et c'est pas la seule, mais sur le plan politique, on instrumentalise le problème de la GPA à des fins vraiment pas catholiques. C'est le cas de le dire. Donc j'ai fait du très bon travail dans mon ouvrage Parentalité sur le sujet. Je vous lis ça. Pour commencer, je trouve... Alors donc GPA, gestation pour autrui. Pour commencer, je trouve inquiétant que l'on dise gestation alors que l'on devrait dire grossesse. Cela induit le fait que cette grossesse ne serait que purement physique et qu'il ne pourrait y avoir dans cette démarche quoi que ce soit d'affectif ou en tout cas d'altruiste. Oui, parce que gestation, c'est pour les animaux, en fait. Non, c'est un détail comme ça. Voilà. Aujourd'hui, alors que nous sommes en 2021, au moment où j'ai écrit ce texte, beaucoup de pays l'autorisent. Aux USA, par exemple, la législation est faite de telle sorte que ça ne pose pas de problème particulier parce que la loi encadre le processus de façon drastique pour éviter les répercussions psychologiques dommageables. Dans d'autres pays tels que l'Inde, ce sont de véritables usines à bébés qui sont parfaitement autorisées, où l'on vous raconte que les mamans sont bichonnées, nourries, font des études, etc., pour mettre en valeur le fait que la mère porteuse serait vraiment, en fin de compte, bénéficiaire. Nous assistons là à une véritable dérive idéologique où le corps de la femme est exploité dans ce qu'il a de plus intime, c'est-à-dire son pouvoir de donner la vie. Pour commencer, il ne me semble pas superflu de poser l'index sur cette notion d'exploitation du corps humain. Si tout le monde s'accorde à dire qu'il faut apprendre à aimer chacun notre corps tel qu'il est, ce que je m'emploie à faire dans la pratique, beaucoup cherchent à maigrir pour répondre à une norme imposée par les médias, les magazines. Ne serait-ce pas là déjà une façon de se fourvoyer face au respect de son corps, dès l'instant que l'on est en représentation dans son métier, ou pas d'ailleurs, que ce soit en tant que modèle, que ce soit sur une scène, que ce soit pour faire un discours dans un cadre professionnel, où il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin du cadre professionnel, hélas. Dans un cadre professionnel, par l'image que l'on véhicule, on est déjà dans l'exploitation commerciale de son corps. Pour certains, ça ne pose pas de problème particulier, parce qu'ils ont la chance d'avoir une nature plutôt filiforme. Pour ceux qui ont tendance à l'embonpoint, comme moi, et même si je suis fort raisonnable dans les exigences que j'impose à mon corps, c'est quasiment un combat de chaque jour. Un mannequin qu'on embauche, on l'embauche bien plus pour sa plastique que pour son intellect, et bien des professions aujourd'hui en sont encore là. Pour les mannequins, vous n'avez pas fini de m'entendre parce que c'est loin d'être résolu. Glissons. Oui, ça fait mauvais genre avec les lunettes du féminisme de cautionner l'usine à potiche, c'est vrai. Mais la loi évolue trop lentement, c'est vrai, mais elle évolue quand même. Mais statistiquement, une personne obèse à compétences égales a bien moins de chances d'être embauchée. Tout le monde sait ça. Cela a pour conséquence que nous faisons subir à notre corps certains traitements qui posent effectivement un problème et qu'il est malhonnête de ne pas le reconnaître. Je veux dire par là que bien que prônant un féminisme certain, et moi la première, il n'en demeure pas moins que cette pression, nous la subissons malgré tout, quoi qu'on en dise. Pour ce qui concerne le fait d'imposer à son corps de porter le bébé d'une autre, pour moi, c'est parfaitement similaire. Quoi qu'il en soit, le fait que nous ne légiférions pas encore sur le sujet génère inévitablement que les personnes qui souhaiteraient y avoir recours vont à l'étranger pour obtenir ce que la loi française n'autorise pas encore. Oui, voilà. Je vais énumérer les règles que je préconiserais. Oui, c'est la parenthèse que je voulais faire. Là, Marion Maréchal Le Pen instrumentalise ce truc-là, là pour les élections européennes. Mais ça n'est au programme d'aucun parti politique aujourd'hui ne met en avant ça. Et moi, je pense qu'il y en a certains qui ont dû entendre parler de mon travail. Je n'ai eu de contact avec personne. Je veux dire, ça n'est absolument pas dans les papiers de qui que ce soit pour l'instant. Donc c'est vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle, quoi. Voilà, bref. Je vais énumérer les règles que je préconiserai et ensuite je vous expliquerai pourquoi. La mère porteuse porte non pas l'un de ses ovules, mais l'ovule d'une autre femme.
C'est ainsi que ça se passe aux USA, de telle sorte que justement le risque de voir la maman anormalement attachée au bébé ne se produise pas. En tout cas, statistiquement, le risque en est limité. Ce fait est important puisque beaucoup crient au scandale sur cette méthode, mais ignorent parfaitement comment les choses sont censées se dérouler. Pour le recrutement des postulantes, le fait qu'elles choisissent de le faire pour des raisons sociales et pécuniaires, à mon avis, ne doit pas être systématiquement rédhibitoire, mais doit être entouré juridiquement, de telle sorte qu'en aucune façon, ce moyen de gagner de l'argent ne soit instrumentalisé, voire banalisé, au sein d'un couple qui se trouverait en situation de précarité pour raison de mauvaise gestion. Pour ce faire, un croisement avec les services sociaux et les fichiers de surendettement, par exemple, ainsi qu'un suivi psychologique du couple et de la femme devrait être établi pour avoir la certitude que tout se passe bien et que le bénéfice va bien à l'intéressé. Parce qu'une des dérives, moi j'imagine très bien, enfin je vais être méchante avec certains hommes là, mais j'imagine assez bien certains mecs en train de se gratter les coucougnettes devant la télé et qui ne travaillent pas pendant que madame va porter des enfants et gagner du pognon, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut se produire et ça doit arriver. Ça doit arriver dans certains pays où c'est autorisé, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire gaffe. Pour ce qui concerne le bébé à naître, je pense qu'il faut avoir le courage politiquement de délivrer ce que j'appellerais... Alors ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup, mais c'est pareil, je n'ai jamais entendu parler que ça avait été retenu par qui que ce soit. J'ai un peu le sentiment de prêcher dans le désert, hein, mais bon, n'empêche. Ça s'appelle donc un carnet de conception et de naissance non conventionnel, dont je vous ai parlé dans un chapitre précédent, j'y reviendrai, qui serait destiné à chaque enfant qui naîtrait dans un contexte extérieur à la norme établie, y compris quand il s'agit d'aide à la procréation au sein du couple conventionnel et hétérosexuel. Si je souhaite qu'il en soit ainsi, c'est parce que j'ai entendu dernièrement, enfin je vous parle de ça, c'était en 2021, j'avais entendu donc que certains parents stériles et certains parents non féconds, on ne dit pas stériles, on dit non féconds, parce que c'est moins péjoratif tout simplement, et ayant recours à la procréation assistée, refusent d'informer leurs enfants sur le fait que le père aurait été non fécond, créant, à n'en pas douter, chez l'enfant, quand il va grandir, une source de mal-être tout à fait probable. Cette souffrance ne viendrait certes pas du fait que les spermatozoïdes soient ceux d'un autre, mais uniquement du fait qu'on lui aurait menti intentionnellement. Avec le fait de créer ce carnet de conception et de naissance non conventionnelle aiderait considérablement tous les couples qui éprouvent des difficultés pour avoir un enfant, quelle que soit la méthode. Parce qu'en fait, j'avais étudié un peu le truc, entre le don de gamètes, le don d'ovocytes, le fait de physiquement ne pas pouvoir porter un bébé à cause d'endométriose ou à cause de n'importe quel autre problème gynécologique que la femme rencontrerait, il doit exister peut-être, je ne sais pas, une dizaine de formules différentes qui font que cette conception et ou cette naissance n'est pas conventionnelle. Donc c'est une espèce d'embroglio psychologique qui pourrait être couché de façon parfaitement claire sur ce carnet. C'est pour ça que j'avance cette idée-là. Un couple qui ne parvient pas à concevoir un bébé de façon conventionnelle n'a aucune raison de culpabiliser de cette situation. Le fait de chercher à le cacher à l'enfant est profondément malsain. Pour ce qui concerne la santé de la mère porteuse d'un pays à l'autre, l'appréhension du problème par les politiques est tellement variée qu'il est bien difficile d'y voir clair, ce qui justifie plus encore la création de ce carnet. Songez qu'il est tout à fait probable que dans bien des pays, alors que les états civils n'existent pas, il n'est même pas question de faire porter à ces femmes l'ovule d'une autre, par précaution pour leur devenir psychologique, mais bien par simplification biologique et fonctionnelle, de leur proposer que ce soit leur propre ovule qui soit fécondé, ou qu'elle soit purement et simplement violée et séquestrée jusqu'à la naissance, avec en prime le vol pur et simple de leur bébé. Je ne soupçonne pas que ça existe, je suis certaine que ça existe, et c'est bien ce qui est terrifiant. Alors, pour ceux qui disent, justement, il faut l'interdire, c'est illégal, même dans n'importe quel pays où c'est illégal, malheureusement, le viol existe, hein, et ça peut être une justification, justement, du viol. Non mais, on en est là, et ça a toujours existé, hein, depuis le début de l'humanité, ça.
Il y a eu des histoires d'ailleurs comment dire, d'employés de maison comme ça. La maîtresse de maison étant non féconde, bah, le patron violait la bonne, et puis voilà quoi. Hein, pas plus d'affaires que ça en fait. Hein. Bah oui. Il existe alors une disparité ou un éventail de l'appréhension de ce problème qui peut aller du plus merveilleux, quand la loi est prévue et appliquée, au plus épouvantable quand la loi n'existe ou qu'elle est mal adaptée. Aujourd'hui, selon les dires de ceux et celles qui ont eu recours à l'étranger, puisqu'en France c'est encore interdit, il semble bien qu'il n'y ait qu'aux USA que cette démarche soit éthiquement et moralement envisageable. Le problème se pose surtout en ce qui concerne le choix des ovocytes et des gamètes, car si la sagesse était, comme en France, de se contenter de choisir la couleur des yeux ou l'ethnie, dans certains pays, la possibilité de choisir tend vers une forme d'eugénisme des plus inquiétants. Et ce, alors que juridiquement, le marché, comme malheureusement on peut dire, dont il est question, fait l'objet de marchandages absolument considérables. De façon globale, au sujet de la gestation pour autrui, je ne cautionne cette méthode que dans l'hypothèse où elle se réaliserait selon un encadrement juridique, social et psychologique par lequel l'enfant à naître n'aurait pas à pâtir de ses origines. Je veux dire que c'est, à mes yeux, l'enfant à naître qui doit être la première préoccupation. Loin de moi le désir de nier la souffrance des parents qui sont tentés d'y avoir recours, mais je considère que l'enfant à naître est prioritaire sur les postulants parents ou sur la femme qui potentiellement accepterait de porter ce bébé tant désiré. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'évolution de la loi sur ce sujet, jamais personne, politiquement, n'empêchera un couple quelconque d'aller obtenir à l'étranger ce que la loi française interdit encore. Et ce point doit, pour cette raison, obliger les politiques à se pencher sur ce problème de la façon la plus urgente qui soit. Alors, je vous rappelle la couverture de mon livre, il est en réédition, en réédition les semaines qui viennent avec une nouvelle couverture et il ne va pas être réactualisé dans le livre. Je vais réactualiser par article interposé, par vidéo interposée pour promouvoir la nouvelle couverture et le nouveau. Mère porteuse. Alors là, je ne vous lis pas le chapitre en entier qui vient, mais il y a juste un truc qu'il faut que je rajoute. Mère porteuse, je réponds obligation juridique de parrainage. Moi, je suis catholique, j'ai été baptisée et je pratique au sens philosophique du mot, c'est-à-dire tous les jours. Ce qui ne veut pas dire que je vais à la messe tous les dimanches. J'y vais quand je trouve le temps, en fait. Comment dire, donc quand j'ai fait baptiser, quand nous avions fait baptiser nos 3 filles, il y avait parrain, marraine. Juridiquement, enfin pas juridiquement, sur le plan du culte, le rôle du parrain et de la marraine, c'est d'être d'une certaine façon, d'entretenir une proximité affective avec l'enfant dont on est le parrain ou la marraine. J'ai une filleule, par exemple. Elle est très noire de peau. Ça tombe bien, on aimait bien le café au lait chez mes parents. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Mais je crois beaucoup au parrainage. Moi, quel que soit le problème de société, je crois beaucoup au parrainage sous toutes les formes. Alors, vraiment. Et ce parrainage remonte au Covid. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus de problème de Covid dans les proportions qu'il y avait qu'on arrête le parrainage, évidemment. Et donc je considère, moi je trouverais mais tout à fait normal, par exemple, on pourrait parfaitement imaginer que la loi oblige la mère porteuse à maintenir ce lien. Voilà. Au minimum, c'est-à-dire, par exemple, l'obliger à prévenir par lettre recommandée si elle déménage. Voilà, simplement. Bon, évidemment, plus si affinité. Moi, ce que j'observe dans les cas qui ont été rapportés dans différents reportages entre la mère porteuse et les parents qui sont les récipiendaires, entre guillemets, de l'enfant qui est né, il y a toujours un lien qui est maintenu. Quand les choses sont faites dans la norme, il y a toujours un lien qui est maintenu. Et pour moi, que la mère porteuse devienne de façon juridique le parrain ou la marraine
de l'enfant, ça me semble tellement évident, tellement évident. À n'importe quel moment de sa vie, l'enfant qui naît, puis au fur et à mesure qu'il grandit, peut être en droit de dire tiens, j'ai envie de la revoir, j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie qu'elle me raconte, j'ai envie. On peut très bien, une fois que le carnet dont je parle est mis sur pied, après il peut très bien y avoir des correspondances, des lettres. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Dans la réalité, quand les choses sont bien faites, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un lien qui est maintenu entre la mère porteuse et les parents dont il est question, qu'il y ait eu échange d'enfants ou pas. Échange d'enfants, pardon, pas échange d'enfants. Échange d'argent, je veux dire, ou pas. Pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, moi, je ne comprends pas comment on parvient à ne pas se mettre à la place de parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est quelque chose de normal de se dire si je le faisais porter par quelqu'un d'autre parce que j'ai pas le choix. Parce que je n'ai pas le choix. Simplement, ça doit être hyper encadré. Ça doit être raide comme la justice, comme dirait l'autre. Et pour que ce soit raide comme la justice, c'est le cas de le dire, pour que ce soit raide comme la justice, il faut que ce soit prévu juridiquement. Et moi, je suis vraiment... là, le carnet, je veux bien y travailler parce que franchement, je vous raconte pas... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de se décourager une fois que j'aurai travaillé sur le sujet. Hein. Je vous le dis, hein, parce que je considère que c'est le gamin qui doit passer en premier, hein, clairement. Hein. Voilà. Parrainage, c'est ça la solution. Parrainage de la mère porteuse, par la mère porteuse. Et son compagnon et mari, évidemment.